Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Saint-Nazaire dans la plus petite entreprise de films au monde. Aujourd'hui, je vous propose de regarder une interview que j'ai réalisée de Lomik Perrotin. Lomik Perrotin qui est le fondateur et créateur de la Filmwashi Company, Filmwashi dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Et en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au Salon de la Photo suite à une conférence qu'il a donnée en 2018. Je l'ai abordé, on a discuté un petit peu, et puis je lui ai proposé de réaliser une interview dans l'idée de la diffuser sur cette chaîne. L'idée de cette interview était d'avoir un entretien avec lui pour lui permettre de parler de son entreprise, de la manière dont il travaille, des procédés qu'il met en place, des différents films qu'il propose, enfin bref, de discuter un peu autour de tout ça, et de vous en proposer une vidéo pour que vous puissiez découvrir un petit peu plus la personne qui se cache derrière la Filmwashi Company, et c'est ce que je vous propose de regarder tout de suite. Ah si, avant de commencer l'interview, j'avais quand même envie de vous dire, et vous l'aurez sûrement remarqué, que la vidéo est assez longue. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues sur cette chaîne, mais je trouvais que l'interview et l'échange que j'ai pu avoir avec Lomik étaient tout à fait intéressants, donc j'ai pas voulu faire énormément de montage, j'ai laissé les réponses aussi longues qu'elles ont pu être de la part de Lomik, mais je trouve que ces réponses étaient intéressantes, et moi j'ai appris pas mal de trucs en discutant avec lui et en l'interviewant, donc je pense que ça peut vraiment vous être utile à vous, et vous intéresser par la même occasion. Et par contre, si jamais vous n'avez pas envie de vous taper toute l'interview, je vous ai mis les principales questions que je vais poser tout au long de la vidéo, et vous pourrez retrouver les timecodes correspondants dans la description. Allez, trêve de papotage, on passe tout de suite à l'interview. Donc je m'appelle Lomik Perrotin, j'ai 37 ans à peu près. J'ai un parcours qui n'était pas forcément voué à faire ce que je fais aujourd'hui en fait. Vu que moi à la base ma formation c'est l'environnement et la forêt. Donc je me destinais à être garde forestier ou travailler dans une réserve naturelle. Mais il se trouve que dans la famille on avait il y a une certaine passion pour la photographie. En fait mon père collectionne les appareils photo anciens. Et du coup, en fait, il y avait un petit labo photo à la maison, et puis il y avait des appareils photo partout dans la maison, quoi. Et du coup, voilà, j'ai grandi entouré d'appareils photo. Donc, tôt ou tard, ça m'est tombé dessus, en fait. À l'occasion d'un voyage en Irlande du Nord avec des copains, on est parti faire des photos là-bas, et quand on est revenu, j'ai mis le labo en marche, et j'ai commencé à faire des tirages. Et puis c'est comme ça que ça a commencé en fait, j'ai commencé en amateur. J'ai fait ça en même temps que mes études en fait. Et ce qui fait que finalement des fois je faisais plus de photos que d'études. Donc ensuite je suis rentré dans le monde du travail, j'ai fait différents boulots à droite à gauche, mais toujours en continuant en fait cette activité personnelle et on va dire artistique, donc surtout en noir et blanc en fait. Donc je prenais des photos, je les développais moi-même. En 2012, j'ai fait ce qui a été mon dernier projet personnel en fait. C'était du cliché vert. Alors c'est une technique particulière. En fait, le principe c'est de gratter, de repeindre la pellicule pour obtenir un médium qui est mixte en fait entre la gravure, la photo et le dessin. Donc je prenais des éléments d'image en photo sur du format 120 et ensuite je grattais le négatif, je le peignais, je le regrattais, je redessinais par-dessus pour avoir quelque chose de mixte en fait. C'était un projet sur les écrits de Howard Philip Lovecraft, qui est un écrivain de science-fiction. Donc c'était pour avoir un côté onirique en fait dans les images. Ce projet-là, en fait, ça m'a amené à la réflexion sur. Je me suis dit mais gratter la pellicule toute la journée, c'est un peu pénible. Si je pouvais dessiner sur mon film avec un crayon, ça serait tellement plus simple en fait. Et donc j'ai commencé à réfléchir à l'idée du négatif papier. Moi j'aime beaucoup l'histoire de la photo et des techniques de la photo, donc j'étais au courant des travaux d'Henry Fox Talbot, donc, qui a inventé le négatif en fait, en même temps que le négatif papier. Et je me suis dit, peut-être que je pourrais en faire moi-même en fait. Donc j'ai commencé à chercher un peu, j'ai acheté de l'émulsion photo, j'ai acheté du papier calque, et puis je me suis mis dans mon petit labo à étaler de l'émulsion sur du papier calque pour voir ce que ça a donné. Et en fait ça a marché, à ma grande surprise ça a marché. J'avais une image qui était absolument dégueulasse,
mais qui était... mais j'avais une image, voilà, c'est ça, j'avais une image. Et on voyait ce que c'était, en fait, on comprenait ce que c'était. En fait, et puis le fait que ça soit un peu... bah ouais, dégueulasse, en fait, il y a aussi plein de bulles, plein de défauts, ça donnait une esthétique très particulière, en fait, que j'aimais beaucoup à l'image. Alors le problème c'est que le papier calque par contre c'était pas un support idéal parce que dès qu'on met quelque chose d'humide en fait sur du calque ça froisse terriblement. Du coup ça donnait un support qui était compliqué à manipuler. Et c'est là en fait que ma femme m'a donné un conseil qui était vachement bon en fait. Elle m'a parlé du papier washi et qui est lui utilisé en fait c'est un papier traditionnel japonais qui est utilisé pour les aquarelles. Donc de fait, aquarelle, eau, produits chimiques, je me suis dit bon, ça peut peut-être mieux passer que le calque. Donc je suis allé acheter du papier washi et j'ai testé donc coucher mon émulsion sur ce papier washi et de le mettre dans mon appareil photo, de faire des photos, de développer. Et là donc ça marchait, j'avais une image, mais en plus j'avais une texture qui était incroyable, qui était organique en fait, puisque c'est un papier qui est fait avec des fibres végétales et donc on retrouve toute cette texture organique directement dans l'image en fait, dans le cœur de la matrice en fait de l'image. Et ça m'intéressait vachement. Et en fait, bah, j'ai pas utilisé cette technique-là pour mon projet de cliché vert. Ouais. J'ai fini mon projet de cliché vert en grattant mes négatifs. Et parce que en fait, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui en soi se tenait quoi. En soi, c'était intéressant. Et donc j'ai commencé un nouveau projet autour de ces films en papier washi. Donc comme c'était du papier washi, comme c'était du film, même tout de suite j'ai appelé ça le film washi en fait. Mais je le vendais pas encore, j'avais pas l'idée en fait de le vendre. C'était purement un usage purement personnel en fait. Donc forcément je montrais mes photos aux copains, je montrais mes photos dans les magasins photos que je me fournissais ou un petit peu sur internet. Et j'ai commencé à avoir des retours dans le sens où un ou deux magasins photos sur Paris, là où j'habitais à l'époque, m'ont dit écoute, si tu peux nous les vendre, nous on peut essayer on peut essayer de les commercialiser. Si tu as une entité légale, tu peux faire ça propre, on peut essayer. Puis j'avais des copains qui m'ont demandé tiens, tu pourrais pas me faire un film, tu pourrais pas me faire un paquet de plans film, 2-3 rouleaux. Donc ça a commencé à tourner un peu dans ma tête. J'étais arrivé à un moment où j'avais un produit, j'avais des clients potentiels et j'avais un ou deux distributeurs potentiels en fait. Et du coup la suite est venue logiquement. Et du coup je me suis lancé. Je me suis lancé en octobre-novembre 2013 avec une toute petite production de film 120. Et un petit peu de plan film. Et je faisais peut-être 30 ou 50 films par mois. C'était vraiment j'étais le roi de la Terre, quoi. C'était le bout du monde, quoi. Et donc ça a commencé graduellement. Dans le même temps, j'étais employé dans un laboratoire photo à Paris. Donc du coup, je vendais et je développais du film tous les jours. C'était un laboratoire qui vendait, du coup qui distribuait mes films, donc ça me permettait aussi d'avoir un contact avec les clients. Petit à petit, la demande a augmenté en fait. Petit à petit, j'ai trouvé d'autres distributeurs. Puis après, ça fait un peu comme une réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'une fois que tu décroches un distributeur qui est un petit peu gros, plein d'autres distributeurs le voient. Donc du coup, tu gagnes en crédibilité, donc ça intéresse les gens, et donc ils veulent avoir ton produit. Les gens achètent le produit, ils vont en parler, ils vont se déplacer, en parler à leur labo, qui disent tiens, voilà. Et du coup j'ai commencé à avoir de plus en plus de distributeurs. En 2015 j'ai voulu essayer autre chose, c'est-à-dire parce que comme j'avais de plus en plus de contacts aussi dans le milieu de la fabrication de pellicules, dans le milieu des industriels de la photo, je commençais à avoir des contacts avec des usines produisant du film. Et j'ai découvert qu'il y avait encore en fait plein de films qui existaient, qui étaient fabriqués encore aujourd'hui, mais qui n'étaient pas mis en cartouche, qui n'étaient pas produits dans des formats accessibles pour le commun des mortels en fait. Parce que c'était des films qui étaient réservés à des usages industriels, médicaux, administratifs ou militaires. Notamment prendre des films de surveillance aérienne ou des films de surveillance routière pour les radars ou des choses comme ça. Et du coup, avec ces deux activités en parallèle, j'ai commencé à avoir beaucoup de travail. En fait, j'avais deux boulots à temps plein, quasiment. J'avais un boulot à temps plein avec Filmwashi pour produire les films et donc
les envoyer aux distributeurs, faire le service après-vente, enfin tout quoi. Et un boulot à temps plein au laboratoire de développement, où je me plaisais beaucoup en fait aussi. En 2015, j'ai quitté mon emploi dans ce laboratoire-là pour être à plein temps vraiment sur Filmwashi. Et puis on avait aussi comme projet de déménager, de quitter la région parisienne pour venir ici à Saint-Nazaire, qui est ma région d'origine, notamment pour avoir plus de place pour Filmwashi, parce qu'en fait Filmwashi, ça a commencé dans le placard d'un HLM en fait. Donc il faisait exactement 1,50 m sur 1,50 m. Tout était plein en fait, et ça devenait impossible. Donc du coup en 2016 on a déménagé pour arriver en fait à Saint-Nazaire, et donc dans cet atelier où je me trouve actuellement. Il y avait 3 magasins distributeurs sur Paris, et puis un magasin en Belgique, et rapidement un magasin en Angleterre. Et puis après, il y a eu l'Allemagne, et puis l'Italie, la Suisse, puis après ça a augmenté. Et là actuellement, par exemple, tu vois, ça te force toujours à te remettre en question tout le temps, parce que par exemple là, actuellement, je suis en train de débloquer les États-Unis. C'est-à-dire que je commence à avoir des distributeurs aux États-Unis, alors que ça va faire 5 ans que j'essaye, quoi. Et là, ça n'arrive que maintenant. Là, j'ai un paquet qui est en partance, c'est le deuxième pour la Chine. C'est quelque chose qui vient de se faire tout récemment en fait, quoi. Alors je dirais que le procédé de fabrication du film artisanal, il n'a pas beaucoup évolué en fait depuis le tout départ jusqu'à aujourd'hui. La grosse innovation, ça a été d'adjoindre une couche dorsale en fait sur le film pour éviter qu'il curle trop. Mais ça s'est fait quasiment dès 2014 en fait. Donc à part peut-être les 100 premières péloches, tout le reste a été fait sur cette nouvelle méthode. La méthode de couchage, de séchage en soi, elle n'a pas beaucoup bougé en fait. Que ça soit pour le film W qui est orthochromatique ou le film V qui est panchromatique, en soi les gestes sont les mêmes. Là où ça a changé, c'est une optimisation de tout ce qu'il y a autour en fait. Après, un apprentissage de faire le geste de mieux en mieux et de plus en plus vite. Et puis un environnement de travail qui te permet naturellement d'aller plus vite en fait, parce que tu as plus de place. Du coup, tu as des postes de travail qui sont fixes, tu n'as pas besoin de tout ranger, déranger avant de te mettre au travail. Ouais, ce qui a changé, c'est aussi on va dire une mécanisation un peu plus grande au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au départ, les films étaient vraiment roulés complètement à la main. C'est-à-dire que je prenais le film, je le mettais dans la bobine 120 avec le papier protecteur et je faisais tout à la main, donc ça prenait un temps fou. Donc rapidement, j'ai commencé à fabriquer des bobineurs électriques. Et donc là aussi, il y a eu plusieurs versions du même bobineur qui permettent d'être de plus en plus efficaces. De même pour les films convertis en 135, donc les films qui sont couchés dans d'autres usines et que je convertis en cartouches. Donc au tout départ, c'était quasiment fait à la main, et ensuite ça s'est, on va dire, mécanisé de plus en plus jusqu'à avoir une machine semi-automatique qui permet d'aller beaucoup plus vite. Pour te donner un exemple, là où je devais être sur peut-être 2 minutes par film avant, je suis passé à 25 secondes. Ça permet de gagner en productivité. Ouais. Disons que si tu me demandes de faire 500 films sur la journée, ça me fait pas peur. Voilà. Sur du film polyester en 35 mm, ça il n'y a pas de souci. Mais du coup, la machine en elle-même, elle a évolué. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont être là depuis quasiment le départ, et qui ont été modifiés, qui ont été intégrés, qui ont été motorisés. Et puis même la machine que j'utilise actuellement, il y en a eu 2, parce que la première en fait elle marchait mais pas au top, et là celle-ci elle marche, j'ai refait l'électronique, et du coup là ça marche vraiment bien. Après 25 secondes par film, l'usine de Kodak elle fait 1 seconde par film. Voilà. Oui. C'est pas les mêmes moyens aussi. C'est pas les mêmes moyens. Mais bon, je cherche encore des moyens de baisser un petit peu ce temps pour pouvoir faire la même chose mieux et plus vite, quoi. Sinon, ce qui a changé aussi, donc en 2016, c'est l'arrivée de la perforeuse 35 mm, puisqu'avant j'étais, donc, comme je l'ai dit, uniquement en format 120 et puis plan film.
mais je ne pouvais pas faire de perforation en fait. Donc j'avais une mini production de films 35 mm non perforés pour les quelques personnes qui utilisaient des sténopés et qui pouvaient utiliser du non perforé. Mais c'était 10 films par an, enfin c'était rien quoi. Là du coup avec cette perforeuse de film, j'ai pu coucher du film artisanal en 35 mm, le perforer et donc ensuite le produire en 35. Et ça m'a permis aussi, pour la partie conversion de film industriel, d'acheter du film non perforé, ou même du film qui n'est pas en 35 mm, le recouper en 35 mm et le perforer. Ça, c'est vraiment un gros. Ça a été vraiment une grosse étape, quoi. Ça a été du boulot parce que la machine est arrivée, elle n'était pas forcément en état de marche. J'ai dû refaire l'électronique, le moteur. Là, elle tourne avec un moteur de machine à laver, par exemple. À ma connaissance, personne ne travaille à mon échelle, c'est-à-dire que tout de suite, on passe sur des boîtes qui sont au format industriel. Ça va être Adox, ça va être Ferrania, et puis ensuite ça va être Kodak, Fuji, Agfa. Et ça, on passe tout de suite sur des voilà, on passe tout de suite sur des machines qui prennent un immeuble entier quasiment, quoi. Donc il y a pas de et puis moi j'utilise du matériel recyclé aussi. Des papiers protecteurs recyclés, des bobines recyclées, des cartouches recyclées. Donc il n'y a pas de machine qui existe pour mettre en cartouche du film 135 dans des cartouches recyclées. Les gens qui font ça à la main. Donc forcément, du coup, ça prend un temps fou. Du coup, j'ai été obligé d'adapter, de créer mes propres outils en fait, parce que je suis le seul à travailler à une échelle un peu intermédiaire comme ça en fait. Les gens peuvent se dire ah Filmwashi c'est super glamour et tout. Enfin, sauf que des fois, on va être honnête, hein, t'as pas envie de te lever le matin pour bobiner 500 films dans ta journée, parce que en fait, tu fais la même chose toute la journée, t'es quasiment dans le noir ou en lumière infrarouge. C'est un peu pénible, quoi. Enfin, c'est répétitif. Je me souviens une fois, au tout départ, où je bobinais du film 35 mm, j'étais dans un local où j'avais pas de lumière, je faisais ça dans le noir, et j'avais pas de radio. J'avais aucun moyen de savoir quelle heure il était. Tu pètes un plomb en fait. Donc du coup, tu te fais des radios qui soient. Un truc tout bête, des radios qui font pas de lumière. Et puis ouais, quand tu fais un truc qui est répétitif et qui est pénible pendant suffisamment longtemps, tu t'assures que tu as le temps de cogiter pour essayer de trouver une solution. Après, moi, ce qui va me manquer parfois, c'est le temps pour mettre en œuvre cette solution. Oui. Voilà. Parce que quand tu vas pour fabriquer une machine, tu vas te bloquer pendant une semaine, parfois même 2. Tu sais pas si ta machine va marcher au bout. Et donc tu vas te dire, pendant les 2 semaines, j'aurais pu faire tant de films en fait. Donc finalement, tu investis du temps sur une solution et l'équilibre en fait entre innovation et production. Et production, voilà. Donc parfois la difficulté, c'est de trouver de te lancer dans le projet d'innovation au bon moment avec les bons outils pour que ça marche. Parfois ça marche pas, mais tu vas apprendre et tu vas réutiliser les éléments de la machine qui marche pas sur la machine qui, in fine, va marcher. Il y a la partie film artisanal, donc là, je couche le film. Donc ensuite, il y a toute la partie production. Donc une fois que le film est sec, il faut le bobiner, le perforer, le mettre en cartouche, le packager. Et donc ça, c'est du film qui est couché à Saint-Nazaire par mes soins, à la main. Il y a la partie conversion de film industriel. Donc là, c'est du film qui est couché dans d'autres usines, que j'achète au kilomètre et que je retravaille pour le rendre accessible au public. C'est du film qui est couché actuellement en usine, parfois même le couchage est frais en fait, mais qui n'est pas destiné à être mis en cartouche ou en bobine 120 normalement. Donc en fait, moi je pirate un peu ce stock-là pour le rendre accessible au grand public. Et le but, c'est de trouver dans cette activité-là des films qui soient particuliers. Ça n'a aucun intérêt d'acheter 10 km de Tri-X et mettre Filmwashi dessus et le vendre. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc ça implique de la mise en cartouche, du découpage, de la perforation. Et puis après, toujours l'inévitable packaging. Alors, les films de chez Filmwashi, donc alors, on a donc la partie artisanale, donc couché à la main. On a 3 films. On a le film W, qui est le film, le premier en fait. En général, quand les gens disent Filmwashi, ils vont souvent penser à ce film-là. Donc c'est un film qui est orthochromatique, donc qui est sensible uniquement au spectre bleu et un petit peu dans le vert, mais très peu.
sensible à 25 ISO au maximum, qui est couché sur un papier japonais de type Kozo et qui est produit en 120, 135, 4.5. Il y a le film V, qui est, on va dire, son grand frère. C'est un autre film artisanal couché sur papier japonais, sur un papier japonais qui est différent, un papier Gampi, qui va être plus transparent que le film W, qui va apporter une texture un petit peu différente, hein. Ça fait un peu comme des lignes de télévision un petit peu, mais en irrégulier. Et ce film-là, il est couché avec une émulsion panchromatique sans ISO, sensible à tout le spectre lumineux. Donc on a beaucoup moins de contraste, on a plus de souplesse d'utilisation. Et donc ce film-là, il est couché donc à la main en lumière infrarouge. Il y a un projet de faire du papier de tirage. Donc ça, c'est dans les tuyaux depuis un moment, c'est toujours le temps qui manque. Le papier est là, on a le stock, l'émulsion est là. J'ai pris aussi du temps, pareil le temps long, pour faire des tests de vieillissement, pour voir comment le papier allait durer sur le temps long. Donc là c'est satisfaisant, donc j'espère pouvoir en avoir les premiers paquets pour Bièvre, pour la foire de Bièvre. Donc ce serait du papier de tirage sur papier washi en fait, sur papier japonais. Donc dans la partie conversion de film industriel, on a plusieurs familles de films. On a les films aériens. Donc c'est du film qui à la base est utilisé pour la prise de vue aérienne en fait, pour la cartographie aérienne, donc depuis des avions. Donc on a le film D, qui est un film qui vient de Russie en fait, qui est fabriqué pour l'aérospatiale russe. Sa particularité, c'est qu'il est très très fin en fait. Il est couché sur une base de 65 microns au lieu des 100 ou 120 microns habituels, donc on est sur 2 fois plus fin qu'un film normal. L'idée, c'est que quand on fait de la photographie aérienne, on aime bien avoir des films fins parce que ça permet de mettre 2 fois plus de films dans le magasin de l'appareil photo. Et c'est un film qui a un grain très fin et un contraste assez fort, et qu'on peut pousser assez facilement du coup. On a le film Z, qui est un film également de photographie aérienne, mais autant le film D, on va dire, il va être plus sur de l'usage quasiment militaire. L'idée, c'est de bien voir les formes, d'avoir des contrastes assez forts pour bien voir les différentes formes au sol. Autant le film Z, on est plus sur de la cartographie de végétation, parce qu'il a un spectre de sensibilité dans le proche infrarouge. Ce qui fait qu'en fait, quand tu prends des photos depuis ton avion d'une forêt en noir et blanc, si tu as un film normal, tu vas avoir un gris assez homogène. Parce que tes verts les verts des arbres en fait, vont être rendus en gris. Si tu as un film sensible dans le proche infrarouge, tu vas mieux différencier les nuances de vert, et donc tu vas avoir plusieurs différentes nuances de gris par rapport aux essences d'arbres en fait. Et donc sur ta photo en noir et blanc, tu vas pouvoir voir, là on a un massif de chênes, là on a un massif de sapins, là on a un massif de hêtres. Et donc c'est l'intérêt de ces films-là en cartographie aérienne. Okay. L'intérêt, c'est que si tu récupères ce film et que tu le mets dans ton appareil photo, c'est génial pour le paysage. Parce que si tu prends des paysages avec plein de nuances de vert différents, tu vas avoir plein de nuances de gris, et ça va être très beau. Et c'est un film aussi qui est très, très bon pour quand tu as un temps un peu pourri, en fait, quand il fait gris, quand tu as de la brume. Parce qu'avec la sensibilité au proche infrarouge, tu perces en fait ce voile-là, et donc tu récupères des contrastes en fait, même par temps gris. C'est vraiment le film pour le paysage. Enfin, tu peux t'en servir pour plein d'autres choses, mais pour le paysage, c'est top, quoi. On a la famille des films qui viennent de l'industrie du cinéma. Alors, il y a déjà des films en fait, de prise de vue de cinéma qui sont utilisés en prise de vue argentique classique. Il y a la Orvo N74 ou la Kodak WX, par exemple, qui sont connus. Moi, j'ai pas voulu utiliser ces films-là parce que c'est des films qui sont trop classiques, et j'ai cherché les films qui servent à la post-production. Donc, ils sont vraiment pas faits pour la prise de vue du tout, que ce soit en caméra ou en appareil photo. Donc j'ai choisi des films qui servent notamment, donc le film S, pour l'enregistrement du son. Si vous voyez sur les vieux films de projection, sur le bord de la pellicule, vous avez une espèce de petit signal qui court tout le long. Ça, c'est la bande son en fait. L'idée, c'est qu'en fait, en cinéma analogique, le son est transformé en signal lumineux qui va varier en taille et en intensité, et donc qui va être flashé sur un film. Ça va faire donc il va être développé, ça va faire un signal. Et ce signal, en fait, il va être reporté, donc recopié en machine, sur la bordure du film. Ce qui fait que quand le film est projeté dans le cinéma, il y a un petit capteur optique qui va lire le signal signal sur le bord du film et qui va le retransformer en son.
Pour que ton son ne crachote pas, il faut que ton signal soit le plus parfait possible. Donc le film S, en fait, il a une résolution énorme, en fait. Il a pas de grain, quasiment pas de grain, et il a une très forte résolution parce que la couche anti-halo du film, au lieu d'être en dorsale du film, elle est collée à l'émulsion, en fait. C'est-à-dire que sur un film classique, en fait, tu as, je résume, mais tu as émulsion, base plastique, couche anti-halo. Là, tu as émulsion, couche anti-halo, base plastique. Pour faire très court. Donc du coup, ta couche anti-halo, elle est collée à l'émulsion, donc elle fait beaucoup mieux son travail en fait. Donc c'est pour ça que c'est un film qui a un piqué extraordinaire. Ce film-là, c'est pour ça du coup que j'ai fait en sorte de pouvoir l'avoir en format 120. Parce que ça, c'est comme c'est un film qui vient de l'industrie du cinéma, il est disponible qu'en format 35 mm. C'est des grosses bobines qui font 300-600 mètres, et donc ensuite moi je mets en cartouche. Et donc j'ai fait en sorte de pouvoir avoir un lot qui soit découpé au format 120, donc 61,5 mm, et qui soit ensuite mis en bobine en format 120. Donc c'est la première fois que ce type de film d'enregistrement sonore du cinéma est disponible en fait en format 120. Parce que forcément quand tu augmentes le format, tu augmentes la résolution, donc là on a quelque chose de magnifique. Dans la famille des films de cinéma, tu as le film A aussi, qui est un film d'amorce en fait. Qui sert pour la recopie des films, pour la protection de la recopie des films et pour le sous-titrage aussi notamment, pour les génériques. Je vais prendre un exemple très, très bête. Si tu as tourné un film en couleur avec de la Kodak qui coûte extrêmement cher au mètre, et que ton générique de fin, c'est tout simplement, il est en noir et blanc. Tu vas pas utiliser ta Kodak couleur pour filmer ton générique de fin en noir et blanc, ça n'a aucun sens. Tu vas prendre un film noir et blanc hyper basique qui va donner blanc-noir avec très peu de nuances et tu vas l'exposer dans une petite machine automatique. C'est ce type de film qui constitue le film A. Donc A comme amorce. Et par contre, quand tu l'utilises dans un appareil photo, tu obtiens des images avec un grain fin, un très fort contraste, mais tu obtiens des images qui sont tout à fait intéressantes. Du coup, le petit dernier, ça va être le film F. C'est mon petit chouchou du moment parce que c'est le dernier et puis là aussi c'est un peu une première. C'est du film de radiographie médicale. C'est le même genre de film qui est utilisé quand tu vas te faire une radiographie des poumons, tout simplement. Sauf que là c'est une version un peu spéciale qui est faite pour les diagnostics en masse en fait. C'est quelque chose qu'on n'a plus vraiment dans nos pays, ça vient plutôt des pays de l'Est. En gros, tu as un camion qui va de village en village pour faire des diagnostics de la tuberculose. Et donc à bord de ce camion de radiographie, tu vas avoir un dispositif avec une caméra et ce film de radio qui va être en bobine et qui va prendre plusieurs photos à la suite, plusieurs radios à la suite du thorax de la personne. Et ensuite tu as la personne suivante qui passe et hop, et à la fin de ta journée ou de ta campagne, tu développes toute la bobine d'un coup. Ce qui fait que tu te retrouves avec une grosse bobine avec toutes les radios les unes à la suite des autres qui sont identifiées. Et ça t'évite d'avoir à chaque fois à faire la manipulation de développer la radio, etc. Et t'envoies les résultats aux patients. Parce que le film radio, normalement, il est couché sur une base un peu épaisse. Là, ce film-là, il est couché sur une base qui est plus standard, qui fait 100 microns. Et il est en rouleau de 70 mm. Donc 70 mm divisé par 2, ça fait 35. Donc du coup, moi, j'achète ce film-là, donc j'achète des kilomètres de film en 70 mm. J'ai fabriqué une machine pour le découper précisément en deux. Et donc j'obtiens 2 galettes de 35 mm que je perfore et qu'ensuite je mets en cartouche. Quel est l'intérêt du film radio? C'est qu'en fait, comme c'est pas un film qui est fait pour la lumière naturelle, qui est fait pour les rayons X, et puis les émanations des écrans fluorescents qu'il y a dans les machines de radiographie, il n'a pas de couche anti-halo. Vraiment, c'est l'opposé du film S. Le film S a une super couche anti-halo, et le film F, ce film de radiographie s'appelle F, n'a pas de couche anti-halo. Ce qui fait que quand la lumière arrive dans l'appareil photo et frappe le film, elle va diffuser à travers le film. Ce qui fait qu'on va avoir un effet de diffusion et un effet éthéré dans les images. Ta lumière va baver en fait. Voilà. Ça va diffuser, ça va baver. Et ce qui fait que n'importe quelle image, avec ce film, tu ne peux pas faire d'image normale. Ouais. Tu ne peux pas faire des images qui ont un look normal. Il y aura toujours quelque chose qui sera un peu dans le domaine du rêve ou de l'éthéré. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce film, il a une petite particularité, c'est que c'est un 24 poses, qui est un peu plus long que la normale. C'est noté sur les cartouches, quand tu charges le film,
tu vas shooter 6 vues dans le vide. D'habitude, quand tu charges ton film, tu fais 2-3 vues dans le vide. Là, tu charges ton film, tu fais 6 vues dans le vide pour purger le début du film, parce qu'en fait, la lumière, elle va pénétrer dans la cartouche via le bout de film qui sort. Toujours à cause de ce problème de couche anti-halo qui n'existe pas. C'est un phénomène que tu as souvent avec les films polyester, on appelle ça le light piping. C'est une espèce d'effet de fibre optique. Mais avec ce film-là, il est vraiment très présent. Et ce qui fait que si tu shootes pas dans le vide tes 6 premières vues, ça va être voilé en fait. Et en fait, si je reprends l'analogie, en fait, c'est comme si comme quand tu mets un morceau de sucre dans l'eau, en fait, ça vient par capillarité. Exactement. C'est pareil, mais pour la lumière, du coup. C'est une très bonne image. Okay. Exactement. Okay. Alors, par contre, je préviens, du coup, c'est un film qui fait 24 pauses. Il est plus long que la normale, donc il est prévu pour que tu shootes, que tu purges cette amorce avant. Tu auras quand même tes 24 pauses, même en shootant 6 vues dans le vide. Le film F, oui, ce que je dis, le film F, j'en suis très fier aussi parce que c'est la première fois qu'on a un film de radiographie médicale qui est accessible en 35 mm et en format 135. Et ça n'existait pas avant, quoi. Donc ça, je suis très content d'avoir pu apporter ça sur le marché, quoi. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, moi j'ai toujours fait que de l'argentique. Donc j'ai commencé dans les années 2000. Et quand j'ai commencé à cette activité de fabrication de films, donc j'ai commencé pour moi en 2012, il y avait vraiment... on était dans une période un peu mixte, c'est-à-dire que ça commençait un peu à repartir. Ça se voyait pas encore trop. Enfin, je pense que les acteurs vraiment qui étaient dedans, ils le voyaient, mais pour le grand public, ça se voyait pas. Il y avait un côté très morose en fait. Je me souviens d'avoir entendu une interview d'une photographe connue qui était vraiment l'Ektachrome s'est arrêté, du coup j'arrête la photo, quoi. Et moi ça avait tendance à m'énerver un peu, c'est-à-dire que ce côté un peu non mais enfin si les choses s'arrêtent, on peut aussi peut-être prendre les choses en main. Alors, après on est dans l'industriel, donc ça se fait pas comme ça, mais il y a des choses qu'on peut faire, et c'est vrai que quand tu te rends compte que tu arrives que tu peux coucher toi-même du film dans ton placard et que ça marche, que tu arrives à avoir des images pour toi, tu te dis... Mais les gens qui font du collodion, moi je les admire encore plus, parce qu'ils sont indépendants, si tu veux. Eux, ils sont peinards, quoi. Donc tout s'est un peu cassé la figure de manière un peu brutale. Ça s'est extrêmement réduit. Et on est arrivé dans une période qui est intéressante, parce que du coup, il y a eu un moment où la concurrence avait plus trop de sens. Et donc certains schémas un peu old school sont tombés, et tout le monde se parle en fait. Notamment parce que avec la reconfiguration des outils de production en Europe, ce que je veux dire, c'est pas un secret, hein, quand tu cherches un peu, c'est connu. Il y a quasiment personne aujourd'hui, même je pense qu'en Europe, il n'y a personne qui a la main sur toute la chaîne de production du film de A à Z. C'est-à-dire que tu vas avoir des usines qui vont coucher du film, qui savent faire, qui vont coucher du film, qui vont faire des master rolls, mais par contre qui vont plus les découper, ou qui vont les découper, mais ça va s'arrêter là, ils vont te faire des grosses galettes, et après c'est à quelqu'un d'autre de se charger de mettre en cartouche et de faire la marque avec. Tu as des usines qui du coup n'ont plus que la partie mise en cartouche, des choses comme ça. Tu n'as personne à ma connaissance qui a... Alors Ferrania, c'est un de leurs projets, mais qui a la main, qui est indépendant sur la fabrication de base, que ça soit polyester ou triacétate. C'est-à-dire que, on va dire, ceux qui sont les plus évolués, ça va être Ilford. Ilford, ils ont l'usine pour faire du film, ils ont la mise en cartouche, plein de choses. Mais par contre, ils ne fabriquent pas leur propre base. Ils l'achètent à une autre usine. Ce qui fait que ça crée un jeu d'interdépendance en fait, entre tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'achète des matières premières ou des services. Moi le premier, hein, j'achète mon émulsion chez un autre fabricant de films. Voilà. J'achète ma gélatine chez encore un autre fabricant de films. Voilà. La base plastique du film EP, elle vient de l'usine Agfa. Et donc finalement, c'est assez sain en fait, parce que tout le monde se parle, tout le monde bosse ensemble, ça n'empêche pas les concurrences. C'est-à-dire que
une usine qui va fabriquer du film noir et blanc, tu vas la voir qui a la capacité de mettre du film en cartouche par exemple, tu vas la voir pour mettre du film en cartouche couleur, elle va te dire il n'y a pas de souci. On fait tourner nos machines pour toi, on te le fait. Tu vas la voir pour mettre du film en cartouche noir et blanc, ça va se discuter. Parce que là, tu rentres en concurrence avec elle. Voilà, ça n'empêche pas les jeux de concurrence. Mais il y a une coopération qui est intéressante. C'est un cercle où les gens se parlent et les gens sont accessibles en fait. Et puis la santé d'un fournisseur ou d'un client fait la santé de l'autre. Voilà, c'est exactement pour ça que... enfin, je dis on, mais... on va essayer d'être plutôt il. Moi, je ne dépends pas trop de Téténal, mais même si j'en dépends pour... par exemple, c'est le révélateur qui est un des révélateurs qui est important pour développer le film W. Mais même tous les autres, en fait. Personne ne pouvait laisser tomber le Téténal. Voilà. Quand tu regardes un peu les articles, tu vas voir que même l'Académie des Oscars a appelé Téténal pour voir non mais vous ne pouvez pas fermer parce que nous on a besoin de vous pour développer les films qui sont projetés chez nous quoi. Donc Téténal c'était un élément vraiment clé parce que si t'as pas tu peux faire autant de films que tu veux si t'as rien pour développer c'est mort. Ouais. D'autant plus que la partie chimie de Téténal c'est la partie qui marchait. Ouais. Donc je suis pas étonné que c'est tourné comme ça. Donc, et ça m'a fait un peu peur au départ, mais vite on a été relativement rassurés. Et en même temps, tu les comprends. Je veux dire, t'es Téténal, tu fais de la chimie photo argentique depuis le 19e siècle, et d'un seul coup, le marché se casse la figure. T'as envie de survivre. Donc du coup, tu fais ce que tu continues à faire, de la chimie, dans la photo, donc tu fais des encres, tu essaies de survivre. Et finalement, personne n'allait prévoir, en 2005-2006, personne n'allait te dire c'est la chimie argentique traditionnelle qui va sauver Téténal. Donc dans un sens, tu peux pas blâmer les dirigeants de Téténal pour leur choix. Je pense qu'ils ont fait je pense que tout le monde aurait fait pareil en fait. Ouais, bien sûr. Après, moi je trouve ça génial que ça continue quoi. C'est vraiment et c'est vraiment une marque d'espoir. Parce que c'est vrai qu'on s'est dit mince, le marché repart, tout va bien, tout est cool, on a des super bonnes nouvelles, l'Ektachrome, etc. Et puis là, Téténal qui plante, c'est pas possible quoi. Pour le moment, c'est en croissance. Tout le monde a l'air de dire que c'est en croissance, Filmwashi est en croissance, il y a de plus en plus de demandes. J'ai l'impression que les choses évoluent. Je ne sais pas comment les relations entre les acteurs vont évoluer. C'est-à-dire que on est passé d'un moment où finalement tout le monde devait se serrer les coudes et c'était un peu la fin du monde. Est-ce que si les choses vont mieux, il ne va pas y avoir des jeux de concurrence qui vont se remettre en place? Je ne sais pas. Est-ce que l'union sacrée entre guillemets, va rester, ça c'est... Je sais pas. Après moi je suis un tout petit acteur, je suis la plus petite société au monde, donc je suis vraiment en bout de ligne en fait. Donc il y a des choses que je vois et il y a plein de choses que je vois pas. Moi je suis assez optimiste, parce que pour l'instant, je suis optimiste aussi, notamment parce que la plupart des clients c'est des jeunes. C'est des gens comme toi. Et ça c'est une bonne chose parce qu'en fait on n'est pas dans un marché de nostalgie, on est dans quelque chose de positif. Moi, je considère qu'on ne peut rien produire de positif en étant contre quelque chose. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, je l'ai vu quand je travaillais en laboratoire photo, la plupart des clients, c'était des jeunes, c'était des gens qui ne se remettaient pas à l'argentique, mais qui découvraient l'argentique. Et qui le découvraient comme un médium nouveau, en fait. Donc, en fait, ils n'étaient pas en opposition avec le numérique. Enfin, en tout cas pas directement, c'est-à-dire que pour eux c'était nouveau et c'était intéressant, et ils y voyaient une forme d'expression nouvelle. Et on retrouve ça dans les sondages que fait Ilford tous les 2-3 ans, on retrouve cette tendance que ce soit des jeunes. Et du coup, c'est génial parce qu'ils sont proactifs, parce qu'ils n'ont pas forcément d'idées reçues, parce qu'ils essayent plein de choses. Et ça c'est génial. Les jeunes voient ce loisir comme quelque chose de positif et en croissance en fait. Et donc ça c'est génial d'accompagner ça en fait. C'est-à-dire que les gens qui me disent ah Filmwashi super, vous êtes contre le numérique, je fais non. Je suis pour Filmwashi et je suis pour l'argentique, mais je ne suis pas contre le numérique. J'ai un site web. Oui, bah oui. Voilà. Et le numérique c'est très bien. On arrive à un moment où les deux médiums se séparent et vont avoir leur vie parallèle et c'est très bien.
Un exemple que je prends souvent, c'est à la création de la photographie, les gens se sont écriés, c'est la mort de la peinture. Et effectivement, ça a été la mort d'une certaine peinture. C'est-à-dire qu'une peinture, on va dire, c'est pas le bon terme en termes d'histoire de l'art, mais on va dire documentaire, la peinture de portrait. Effectivement, toute cette peinture-là, elle s'est arrêtée. Elle a été reprise par la photographie. Mais du coup, est-ce que ça n'a pas laissé une place pour que les peintres puissent faire d'autres choses, inventent d'autres choses, l'impressionnisme, le surréalisme, enfin, toutes ces choses-là qui auraient peut-être pas émergé de la même manière. Et au final, la peinture, elle se porte encore très bien. La photographie se porte très bien. Et là, je pense nous, on est arrivé à un moment qui est un peu similaire. C'est-à-dire que la photographie se sépare en deux parties. La grande majorité va être faite en numérique, notamment aussi tout ce qui est, on va dire, technique, hein, parce que je veux dire, plein d'usages de la photographie, et c'est bien mieux, on va pas se mentir, c'est bien mieux de le faire en numérique, c'est bien plus pratique. Et par contre, il y a une partie qui va rester en argentique comme un médium à part. Et ça, et qui va continuer à vivre sa vie tranquillement. Alors là, on retombe sur le côté industriel. Si les industriels réussissent à passer le cap, c'est là pour ça que je réfléchissais pas mal à ta question. Je suis optimiste, mais on est quand même dans une période qui est un peu floue, transitoire, parce que les outils de production sont quand même des mastodontes. La majeure partie des outils de production sont des mastodontes par rapport aux besoins du marché. Alors après, Kodak, là, actuellement, ils n'arrivent pas à suivre la demande. Mais il reste que leur outil industriel, il est monstrueux. Et donc, en termes d'entretien, en termes de... Je veux dire, c'est des machines, tu appuies sur le bouton pour faire un couchage, tu as une facture d'électricité qui va être rien que d'appuyer sur le bouton, tu vois, enfin, c'est énorme. Il faut que les industriels puissent survivre en s'adaptant et en adaptant leurs outils de production aussi pour les rendre, ou en les mutualisant, pour, pour s'adapter à la demande actuelle, parce qu'on ne va pas revenir en arrière. Le marché on va jamais à l'époque où c'était voilà. Une production de fou. Et c'est pas souhaitable. Ouais. C'est pas souhaitable parce que faut pas oublier que qui a inventé le numérique? C'est Kodak. C'est Kodak. Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé le numérique? Parce qu'à l'époque, enfin c'était avant, mais si tu prends des chiffres de la fin des années 80, la consommation annuelle d'argent était supérieure à la production. Et notamment à cause de la photographie argentique. Le trou était bouché par le recyclage. C'est pour ça que tu avais des pellicules qui n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui, comme la XP2 d'Ilford ou la BW400 de chez Kodak, qui étaient des pellicules noir et blanc, mais qui se développaient en couleur. Parce que quand tu développes du film couleur, tu récupères tout l'argent. Et donc ça te permet de recycler au maximum. Et donc toutes les boîtes de photographie, tous les industriels cherchaient des alternatives. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé le numérique. Et aujourd'hui, moi j'aime bien dire ça un peu en provoquant, le numérique, entre guillemets, sauve l'argentique. Parce que si on faisait le même niveau de photo aujourd'hui qu'on fait, sur base argentique, ça ne suivrait pas au niveau de la production. C'est mort. Donc c'est pas souhaitable de revenir à l'époque d'avant. Moi je trouve que l'époque actuelle, elle est super intéressante. J'ai absolument aucune envie de revenir à, entre guillemets, l'âge d'or. Enfin l'âge d'or, la photographie argentique, parfois qui est un peu glorifiée. Non, l'époque elle est hyper intéressante, mais il y a encore plein de choses à construire. Mais il y a des signes positifs, tu vois. Bon, Ferragna qui est passé d'une usine massive à une machine qui est déjà grosse, hein, mais de recherche et développement pour faire des couchages sur des plus petits volumes. C'est exactement ce que fait Adox en ce moment, qui est en train de finir de construire une usine de couchage à Berlin, et qui utilise une ligne de recherche et développement aussi en Suisse. Donc c'est des choses qui sont c'est en cours. J'espère que ça va aller jusqu'au bout et qu'on va stabiliser le marché, quoi. On va stabiliser la production surtout, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, on va pas se mentir, hein, ça a été quand même une catastrophe industrielle et humaine. Il y a énormément de gens qui sont restés sur le carreau, énormément d'outils qui ont été détruits. Et je ne vais pas dire de nom, mais je discutais avec des gens d'une usine une photo. Ils disaient, notre perforeuse 16 mm, en fait, elles ont été balancées parce que, au moment, personne ne savait ce que c'était, quoi. Donc, la personne en charge n'a pas vu l'intérêt, et puis du coup, elle a balancé la ferraille, quoi.
Le recyclage, il est dans l'ADN de Filmwashi. Déjà, Filmwashi, je recycle les déchets des autres. Depuis que j'ai lancé la boîte, je suis à 35 000 films, tout confondu, 120, 135, qui ont été mis en cartouche, bobinés uniquement avec du matériel recyclé. On dirait à 99%. Ouais. Ça, c'est du matériel qui vient d'autres laboratoires photo, avec qui j'ai des accords et qui m'envoient donc les papiers protecteurs 120, les bobines 120, les cartouches 135. Et donc moi je les réutilise. C'est à la fois un intérêt pour le recyclage, parce que c'est vrai que l'industrie de la photo elle produit quand même des déchets, donc c'est un intérêt de pouvoir réutiliser cette matière première là qui en général en plus en très bon état. Et aussi une nécessité puisque au niveau de mon système de production, j'ai pas le choix en fait. Je peux pas utiliser de matières premières ou peu de matières premières neuves pour la mise en cartouche ou le bobinage. Moi je produis surtout des déchets, on va dire, les principaux déchets c'est de l'argent en fait. C'est des restes d'émulsion, c'est des restes, c'est des bouts de pellicule, par exemple un truc tout bête, mais quand on produit un film 35 mm, l'amorce elle est coupée en biseaux en fait, en biseaux arrondis. À chaque fois c'est un coup de ciseau, c'est un petit bout de film qui part. Ce film-là il contient encore de l'argent, il peut être recyclé. Les perforations de la perforatrice, ça fait plein de petits confettis qui sont riches en argent. Donc tout ça c'est stocké. C'est-à-dire que dès qu'il y a un déchet qui est argenté, que ce soit un bout de papier, un bout de film, un bout d'émulsion, même régulièrement je gratte le sol par terre où il y a de l'émulsion qui a coulé, c'est stocké et ça va être recyclé. Pour l'instant je ne peux pas le faire parce qu'il me manque un outil en fait. Ça va être un recyclage par électrolyse. Donc j'ai l'électrode, j'ai la petite machine, mais elle n'est pas dimensionnée, elle est trop petite pour mes volumes en fait. Donc il faut que je l'adapte en fait, que je fabrique une petite machine pour pouvoir recycler facilement ces produits-là. Mais en attendant, du coup, je jette rien. Moi, j'ai peu de produits chimiques parce que je fais pas de développement en fait. Comme je couche de l'émulsion, qui est déjà, parce que moi mon émulsion, je l'achète chez un fournisseur. L'émulsion est déjà prête en fait. J'ai pas la partie révélateur, fixateur. J'ai les seuls développements que je fais. Régulièrement, c'est à la fin d'une production de film artisanal, il y a toujours un moment où je vais tester l'émulsion pour voir s'il y a du voile ou pour voir s'il y a. Mais je fixe même pas le truc, c'est-à-dire que c'est un mini bout que je trempe dans 20 ml de dilution ou sur lequel je vais pulvériser du révélateur qui va noircir ou pas. Et là, du coup, c'est vraiment négligeable en fait. C'est vraiment négligeable. Le problème aussi, c'est que moi, j'ai des déchets qui sont hétérogènes en fait, qui viennent de plein de sources différentes. Et du coup, parce que j'avais contacté une boîte qui était spécialisée là-dedans, et qui m'avait dit non pour deux raisons. Le volume qui était trop faible, malgré tout, parce que c'est des déchets secs, donc ça faisait quand même pas énorme. Et puis l'hétérogénéité de l'origine des matières à recycler qui faisait que eux, ça leur plaisait pas trop, quoi. Une grosse porte d'entrée, c'est le site www.filmwashi.com qui est pas très gros, qui est assez synthétique et où les clients pourront trouver toutes les descriptions des films, voir quel film appartient à la partie artisanale, quel film appartient à la partie industrielle, et les fiches techniques donc, qui décrivent comment le film est fait, le développement et tout. Donc ça c'est plus pour la partie vraiment on va dire officielle. Et ensuite il y a les réseaux sociaux, donc il y a un groupe Facebook dédié à Filmwashi, donc où les gens peuvent poster des photos qu'ils ont fait avec les films, commenter, poser des questions, moi j'y réponds et je poste aussi les informations, les news en fait sur Filmwashi. Et il y a aussi du coup Instagram, donc Filmwashi officiel. Et après, pour la partie non officielle, il y a plusieurs hashtags en fait sur Instagram. Il y a Filmwashi ou WashiFilm. Et puis après, les gens aussi subdivisent film S, film D, film W. Mais du coup, ça permet de voir beaucoup d'exemples en fait
de photos qui ont été prises avec les différents films et l'exemple entre guillemets en vrai quoi. Et de voir ce qui est possible de faire. Voilà. Voilà, cette interview est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez tenu l'heure d'interview en intégralité, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et j'espère que ça vous a intéressé. J'en profite pour adresser un message personnel à Lomig. Merci à toi de m'avoir ouvert les portes de ton atelier, de m'avoir montré un petit peu comment tu travaillais et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci aussi pour toutes les discussions qu'on a pu avoir, que ce soit pendant l'interview ou un peu autour. C'était vraiment hyper enrichissant et je te remercie énormément pour ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!